Selon la légende, bien avant l'apparition des premières civilisations, il existait un peuple disposant de connaissances scientifiques prodigieuses, d'un gouvernement et d'une organisation sociale admirable sur une île-continent appelée l'Atlantide, qui disparut anéantie en l'espace d'un seul jour. L'Atlantide a-t-elle réellement existé? Son histoire est évoquée par d'anciens écrits vieux de 23 siècles auxquels se réfèrent de nos jours ceux qui cherchent les traces de l'Atlantide et de ses mystérieux habitants. Pour moi, l'Atlantide est une réalité. Je crois que cette civilisation n'est pas qu'une légende. Je pense qu'elle a été détruite et que des traces de cette culture subsistent un peu partout sur la planète. Les ruines de l'Atlantide sont-elles encore quelque part au fond de l'océan? Les Atlantes ont-ils enseigné aux Égyptiens la façon de construire les pyramides? Leur influence est-elle à l'origine de la civilisation maya? Leurs connaissances scientifiques ont-elles changé le cours de l'histoire? Une terrible éruption volcanique a-t-elle fait naître la légende? À ma connaissance, il n'existe à ce jour aucune preuve formelle de l'existence de l'Atlantide. Certains y croient dur comme fer, d'autres sont très sceptiques, et des scientifiques continuent à chercher les vestiges du continent englouti. L'Atlantide fait partie des quelques mythes qui stimulent toujours l'imagination de nos contemporains. D'après la légende, elle se trouvait sur une île aux plaines fertiles, entourée de plusieurs anneaux de terre et d'eau, formant un continent grand comme l'Asie et l'Afrique réunies. Créé par un peuple issu de l'union du dieu Poséidon avec une mortelle, ce lieu paradisiaque aurait hébergé durant des millénaires une civilisation raffinée, égalitaire et pacifique. Les Atlantes vénéraient les taureaux, se déplaçaient à dos d'éléphant et se délectaient de noix de coco. Mais avec le temps, ce peuple au cœur pur se serait laissé gagner par les passions humaines et serait devenu belliqueux et cupide. Puis en l'espace d'un jour et d'une nuit, à la suite de terribles séismes, l'Atlantide aurait été engloutie à jamais par les flots. C'est une belle légende. Est-elle le pur produit de l'imagination ou repose-t-elle sur une réalité historique? Certains sont persuadés que l'Atlantide a vraiment existé. La plupart des gens pensent que l'Atlantide n'est qu'un mythe, mais je crois que cette civilisation a bel et bien existé. Je pense que certains Atlantes ont survécu au désastre qui a submergé la plus grande partie de leur continent. Ceux qui croient que l'Atlantide a réellement existé se partagent en deux grandes catégories. Ceux qui recherchent les vestiges du continent disparu et ceux qui tentent de trouver les marques des Atlantes sur des monuments antiques. Mais tous ont une source commune. Les écrits de Platon, le grand philosophe grec, qui vers 360 avant Jésus-Christ a décrit l'Atlantide dans deux de ses ouvrages, le Timée et le Critias. Ces dialogues philosophiques sont devenus pour les passionnés une sorte de carte au trésor. Or, ces textes ont donné lieu à des interprétations très diverses quant à la localisation du continent englouti. Ces divergences s'expliquent par le manque de précision des indications géographiques fournies par Platon. D'après lui, l'Atlantide serait située face au détroit connu sous le nom de colonne d'Hercule. Dans l'Antiquité, les colonnes d'Hercule désignaient l'actuel détroit de Gibraltar entre l'Atlantique et la Méditerranée. Or, c'est tout un vaste monde qui s'ouvre au-delà du détroit. Certains pensent que des archipels relativement proches, comme celui des Açores ou des Canaries, pourraient constituer les vestiges du continent disparu. Tandis que d'autres s'aventurent à le situer dans des régions bien plus lointaines, telles que l'Antarctique, la mer de Chine, l'Irlande, l'Espagne, le continent américain, la cordillère des Andes et même au fond d'un lac en République dominicaine. À la question « l'Atlantide a-t-elle réellement existé ?», Platon ne répond ni oui ni non. Il se contente d'en parler comme d'une réalité et en donne une description extrêmement détaillée. Celle d'une île, entourée d'anneaux concentriques, de terre et d'eau, avec des canaux pour laisser passer les bateaux. Grâce à Platon, nous disposons d'un plan et d'une description. Mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à trouver le moindre vestige de l'Atlantide.
Certains ont supposé que quelques Atlantes auraient survécu au cataclysme et que les flots les auraient emportés vers de lointains rivages. Ils auraient ainsi eu l'occasion de léguer leur fabuleux savoir à des civilisations naissantes. Pour les tenants de cette thèse, les prodigieux monuments de l'ancienne Égypte constituent une preuve irréfutable. Comment, se demande-t-il, une civilisation encore balbutiante aurait-elle pu tout à coup commencer à construire de telles merveilles? Comment les Égyptiens auraient-ils pu maîtriser des calculs mathématiques complexes ou tailler des angles aussi parfaits avec des outils de bronze? Leur réponse est simple, parce qu'on les a aidés. Écrivain et guide touristique, William Henry fait partie de ceux qui défendent cette théorie. Avec un groupe de 35 passionnés, il est venu étudier les preuves sur place. Le temple de la vallée à Gizeh est un monument exceptionnel constitué de centaines de blocs de calcaire et de granit rose, dont certains pèsent plus de 150 tonnes, soit 3 fois plus que les plus grands monolithes de Stonehenge dans le sud de l'Angleterre. Selon les textes anciens, ces blocs de pierre auraient été transportés depuis des carrières situées à 900 km d'ici. Comment aurait-il fait ça? Bonne question. William Henry propose une réponse. On suppose que les Atlantes devaient maîtriser un genre de technologie antigravitationnelle qui rendait les pierres légères, je ne dirais pas comme des plumes, mais presque, ce qui leur permettait de les soulever et de les déplacer à leur guise. Une technologie antigravitationnelle. L'hypothèse est originale, mais pas tout à fait déplacée lorsqu'on découvre certains hiéroglyphes du temple d'Abydos, évoquant une technologie très actuelle. Un hélicoptère? Plus loin à droite, un sous-marin? Et juste au-dessous, un ovni. Ces hiéroglyphes nous parlent-ils de la façon dont les Atlantes voyageaient dans le monde entier? Car ceux qui croient à la thèse des Atlantes bâtisseurs trouvent des preuves de leur passage un peu partout. Depuis les temples d'Angkor Wat au Cambodge jusqu'aux statues de l'île de Pâques dans le Pacifique Sud. Ils seraient même allés en Amérique. Au Mexique, des légendes locales parlent d'une race de dieux barbus venus de l'océan il y a très longtemps. Certains pensent qu'il s'agit des Atlantes, qui auraient aidé les Mayas à construire leur temple majestueux. L'anthropologue George Erickson étudie la civilisation maya depuis 30 ans. Il a remarqué certains détails insolites dans les temples d'Uxmal et de Khonlich. Platon parle d'éléphants dans sa description de l'Atlantide. Or, beaucoup de gens disent que c'est impossible, qu'il n'y a jamais eu d'éléphants sur le continent américain. Pourtant, ici, dans la péninsule du Yucatan, on trouve des sculptures représentant des éléphants avec les yeux, le front et la trompe. Certains archéologues affirment qu'il s'agit d'un macao stylisé. Mais ça ne représente pas du tout une sorte de perroquet, c'est bien la tête d'un éléphant. L'éléphant existe dans l'œil de celui qui veut le voir. C'est en tout cas ce que diraient la plupart des archéologues. Nous observerons un peu plus tard d'autres détails étranges sur des monuments égyptiens et mayas, ainsi que de mystérieuses chaussées sous-marines. Un géologue étudie depuis de longues années ce qui pourrait, selon certains, être à l'origine du cataclysme ayant anéanti l'Atlantide. Une très ancienne arme de destruction massive, mise au point par la nature. Au cœur de tous les mythes, il existe une part de réalité. Et souvent, cette réalité est liée à l'existence d'une catastrophe naturelle. Un événement tellement effroyable et inattendu qu'il marque à jamais les esprits. Pour approcher de cette part de vérité, nous devons d'abord suivre la trace de ceux qui se sont intéressés de près à l'Atlantide par le passé. De tout temps, la description détaillée que Platon donne de cette civilisation disparue a enflammé les imaginations. Au XIXe siècle, elle obnubile un membre du Congrès des États-Unis, Ignatius Donnelly. Né à Philadelphie en 1831, Donnelly était un utopiste qui a toujours cru à la possibilité de créer une société parfaite. Il a même participé à la fondation d'une cité idéale, Ninninger City, dans le Minnesota, qui a connu un échec presque immédiat.
Pour Donnelly, l'Atlantide était le jardin d'Éden, l'origine des civilisations antiques les plus avancées, le berceau des divinités grecques. Il affirmait avoir localisé son emplacement dans la région des Açores. Beaucoup de gens croyaient à ce qu'il disait. C'était le milieu du 19e siècle. Il lui suffisait d'affirmer « j'ai découvert ceci ». L'archéologie en était à ses balbutiements à l'époque. Les gens pensaient « s'il le dit, pourquoi pas, c'est peut-être vrai ». Au début du XXe siècle, une société secrète allemande proche des nazis, l'ordre de Thulé, s'intéresse de près au mythe de l'Atlantide et envoie de nombreuses expéditions dans le monde entier pour tenter de trouver les origines de la race aryenne. Les membres de l'ordre de Thulé croyaient fermement que les Aryens descendaient des Atlantes et que le continent disparu se trouvait quelque part entre le Groenland et l'Islande. En pleine Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler envoie plusieurs fois des avions de la Luftwaffe en mission à la recherche de l'Atlantide. Mais l'homme dont les théories au sujet de l'Atlantide ont fait le plus de bruit au XXe siècle est sans conteste le mystique et soi-disant visionnaire Edgar Cayce. Il prétendait avoir des visions d'un continent qui s'était effondré dans l'océan à la suite de 3 grandes catastrophes et dont il ne restait plus qu'un groupe d'îles probablement situées dans la mer des Caraïbes. D'après Cayce, ses habitants produisaient de l'énergie grâce à des cristaux qui avaient fini par provoquer une violente explosion. Edgar Cayce prétendait également qu'une vision lui avait appris que le Sphinx avait été érigé en 10 500 avant Jésus-Christ, soit 8000 ans avant la date admise par les archéologues. D'après lui, les survivants de l'Atlantide auraient caché quelque part sous le Sphinx une salle des archives dont les documents contiendraient tout le savoir de la civilisation disparue. Cayce avait aussi prédit que la preuve de l'existence de l'Atlantide serait trouvée dans les Bahamas en 1968 ou 1969. Et en effet, en 1968, des pilotes d'avion passant au-dessus des îles Bimini repèrent une étrange structure. Près de 1500 mètres de rochers alignés, formant une barre connue aujourd'hui sous le nom de chaussée de Bimini. Certains pensent qu'il s'agirait d'une ancienne jetée construite pour protéger un port. Des années plus tard, une structure similaire sera découverte au large de l'île d'Andros, dans les Cyclades. Bien que les Bahamas se trouvent à quelques 6500 km des colonnes d'Hercule, les révélations de Cayce ont séduit et continuent de séduire de nombreux adeptes. En 1995, Fidel Castro envoie une mission à la recherche d'épaves de galions espagnols ayant coulé au large de Cuba. Or, les membres de cette expédition font une découverte inattendue. Paulina Zelitsky, ingénieur et océanographe, formé en Union soviétique, dirigeait cette mission. À moins d'1 kilomètre au large de la côte ouest de Cuba, les sonars détectent de mystérieuses structures immergées. Je pense que ce que nous voyons ici, ce sont des ruines. Je ne crois pas que la nature ait pu produire des formes aussi parfaites et aussi symétriques. Paulina Zelitsky en conclut qu'elles sont l'œuvre de bâtisseurs. Il est assez probable que ces structures, trouvées à 700 mètres de profondeur, soient les vestiges d'une civilisation disparue. Nos sonars ont détecté de nombreuses structures de ce genre dans la zone. Mais nous n'avons réussi à en cartographier que quelques-unes. Paulina Zelitsky ne mentionne pas le mythe de l'Atlantide à propos de ses découvertes, mais elle espère poursuivre ses recherches sur le site. Hélas, le gouvernement de Castro lui refuse l'autorisation. George Erickson fait partie des défenseurs les plus passionnés d'une Atlantide caribéenne. Je suis persuadé que la chaussée de Bimini a fait partie de l'Atlantide, car elle se trouve sur le plateau des Bahamas, qui était au-dessus du niveau de la mer à l'époque mentionnée par les textes de Platon.
Aux yeux d'Erickson, les éléphants sculptés d'Uxmal sont aussi étranges que certains bas-reliefs du site maya de Coolidge. Il se rend sur le temple des masques, une pyramide dont l'escalier central est orné d'énormes visages de pierre. Pour lui, les traits représentés sur ce masque géant ne peuvent correspondre au physique des Mayas. Il évoque le dieu maya de la pluie, Chak, mais ses traits sont ceux des Atlantes. Un visage allongé, un menton carré, des moustaches recourbées des deux côtés, les sourcils et un long nez aquilin. Objectivement, que sait-on de la morphologie des Atlantes? Rien. Mais d'après Erickson, nous savons qu'ils ne ressemblaient pas du tout aux Mayas. Les Mayas étaient imberbes. Leur visage était rond et leur face assez plate. Erickson continue à rechercher des indices susceptibles de prouver que les Mayas n'étaient pas le premier peuple ayant vécu dans la péninsule du Yucatan. La plupart des archéologues pensent que les premiers hommes sont arrivés sur le continent américain en traversant le détroit de Bering entre la Sibérie et l'Alaska, avant de migrer peu à peu vers le sud. Mais Erickson croit que les Atlantes les avaient précédés. Il est persuadé que vers la fin de la dernière glaciation, le Yucatan, Cuba et les Bahamas étaient bien plus vastes qu'ils ne le sont de nos jours, ce que la science semble corroborer. D'après Erickson, un cataclysme aurait provoqué la fonte des glaces et la montée du niveau des océans qui aurait submergé l'Atlantide. Je pense que l'Atlantide a été anéantie par une gigantesque inondation. Et il est possible que cette inondation résulte de la chute d'une météorite géante dans la région des Caraïbes. Si les géologues admettent que le niveau de la mer a effectivement monté il y a environ 10 000 ans, rien jusqu'à présent ne les autorise à croire qu'un astéroïde ou une comète de grande taille ait pu tomber dans la région à cette époque. Mais les convictions d'Erickson semblent inébranlables. Je pense que l'Atlantide n'est pas qu'un mythe. Certes, beaucoup de thèses fantaisistes circulent à ce sujet. Malgré tout, je crois que cette civilisation a réellement existé, qu'elle possédait des connaissances prodigieuses en matière de navigation, d'architecture, de mathématiques, qu'elle a vécu un âge d'or avant d'être anéantie par les flots, et qu'on peut en trouver des traces dans la culture maya en Amérique centrale. Pour la grande majorité des archéologues et des anthropologues, ce besoin d'expliquer la splendeur de la culture maya par une intervention extérieure peut à juste titre être considéré comme méprisant. Tel est l'avis de l'anthropologue Jeff Blomster. Il existe de nombreuses théories supposant que les cultures indigènes du Nouveau Monde doivent leur développement à l'intervention d'étrangers qui leur ont appris à construire leur cité. Pour moi, croire qu'ils n'auraient pas pu y arriver par leurs propres moyens, sans une aide venue de l'Ancien Monde, relève d'une attitude typiquement ethnocentrique. En plus, aucune preuve ne permet de l'affirmer. D'anciennes légendes d'Amérique centrale mentionnent bien l'arrivée de dieux barbus à la peau blanche venus de l'Est. Mais il n'existe aucune preuve formelle de leur venue. Et qu'en est-il de l'ancienne Égypte? Pour certains, des hiéroglyphes témoignent du passage d'êtres d'une intelligence supérieure. Les Atlantes auraient-ils enseigné aux Égyptiens la façon de construire leurs pyramides? Auraient-ils laissé des archives dans une salle secrète située sous le Sphinx? Pour de nombreux passionnés de l'Atlantide, tous les chemins mènent en Égypte. Le temple égyptien le mieux conservé fut achevé en l'an 57 avant Jésus-Christ et consacré au dieu à tête de faucon Horus. Comme c'est souvent le cas pour les temples d'Égypte, l'histoire est littéralement écrite sur les murs. William Henry désire nous montrer ce qu'il estime être une preuve formelle et indéniable de l'existence de l'Atlantide.
Nous sommes dans le temple d'Edfu, et ces hiéroglyphes racontent l'histoire d'extraterrestres qui sont venus sur Terre et ont créé une île qui ressemble beaucoup à celle que décrit Platon. En fait, je pense que ce que nous voyons sur ce temple constitue la source des écrits de Platon sur l'Atlantide. Platon affirme en effet que l'histoire de l'Atlantide lui a été rapportée par des prêtres égyptiens. Or, la construction du temple d'Edfu a commencé des dizaines d'années après la mort de Platon. La plupart des égyptologues pensent que la construction de cette statue colossale représentant une créature moitié homme, moitié lion est à peu près contemporaine de celle des pyramides, soit environ 2500 ans avant Jésus-Christ. Mais William Henry est persuadé que le Sphinx est bien plus ancien. Il fait sienne la théorie d'Edgar Cayce, selon laquelle la salle des archives des Atlantes aurait été dissimulée sous le Sphinx environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et qu'ils auraient eux-mêmes supervisé la construction du monument. Personne ne sait précisément ce qui se trouve sous le Sphinx, mais des scientifiques affirment qu'il existe des chambres souterraines, comme celles que décrivent les hiéroglyphes sur la statue. Cayce avait prédit que cette salle des archives serait découverte entre 1996 et 1998. Or, jusqu'à présent, la prophétie ne s'est pas réalisée. Néanmoins, pour l'ingénieur Bill Brown, la découverte de la salle des archives des Atlantes est imminente. Brown a passé de longues semaines à cartographier et à sonder le site à l'aide d'un système GPS et des géoradars. Il pense avoir trouvé quelque chose. J'étais sûr qu'on finirait par trouver quelque chose là-dessous. Et aujourd'hui, on en a la preuve. Il existe une cavité à une dizaine de mètres sous le Sphinx. Elle est profonde d'environ 35 mètres. Elle est emplie de boue. Et dans cette boue, il y a des rayonnages. Des rayonnages? Pour ranger les documents des Atlantes, peut-être. Brown est persuadé qu'il est sur le point de faire une découverte majeure. La salle des archives contient tout le savoir des Atlantes et l'histoire de l'Atlantide avant sa destruction, ainsi que les causes de sa destruction, afin que nous en tirions les leçons pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Intéressant. Mais les Atlantes sont-ils réellement venus en Égypte pour construire des monuments? Et si oui, comment sont-ils arrivés sur les berges du Nil? William Henry pense avoir trouvé la réponse sur le site d'Abu Ghurab. Loin des circuits touristiques, à environ 1 heure de route de Gizeh, il renferme d'après les égyptologues les ruines de temples datant de la 5e dynastie. Or, pour notre guide, il n'y avait pas que des temples à cet endroit. Nous arrivons à Abu Ghurab, où s'élevait l'un des centres religieux les plus anciens du monde. Dans la région, le lieu est connu comme la piste d'atterrissage des ovnis. Mais je pense que ce sont les Atlantes qui sont arrivés ici par une porte des étoiles. Les Atlantes seraient les extraterrestres en question. Une piste d'atterrissage pour les extraterrestres. William Henry croit que les Atlantes sont originaires de la constellation des Pléiades et qu'ils sont venus sur Terre grâce à une porte des étoiles, un dispositif imaginaire permettant de voyager dans l'espace et le temps. D'après lui, l'une de ces portes d'entrée se trouvait à Abu Ghurab. Peu de gens le savent, mais ce qu'on est en train de découvrir pourrait bouleverser toutes les théories sur l'Atlantide. Traversant un site désertique, William Henry se dirige vers ce qui ressemble aux ruines d'un temple. Si on passe la main là-dessus, on sent que ces angles arrondis sont parfaitement lisses. On se demande comment on aurait pu obtenir ça avec des outils de bronze. Des égyptologues prétendent que c'est possible, mais tout à fait improbable. La précision, le poli de la pierre sont absolument incroyables. Quel est l'avis de la communauté scientifique à propos de tout cela? L'égyptologue Salima Ikram est une spécialiste des momies et travaille sur des sites archéologiques depuis plus de 20 ans. Et elle conteste l'idée que des extraterrestres aient pu construire les monuments de l'ancienne Égypte.
Certains semblent incapables d'admettre le fait que des Égyptiens aient pu construire tout cela sans une aide extérieure. Et je trouve que c'est insultant. Si les archives des Atlantes demeurent introuvables, en revanche, il existe de nombreux documents archéologiques relatant la façon dont les pyramides ont été construites par les Égyptiens. Et les moyens employés par les bâtisseurs n'ont rien de mystérieux. Les pyramides ont été construites vers 2500 avant Jésus-Christ, il y a environ 4500 ans, par les peuples de l'ancienne Égypte. Certains travailleurs étaient employés directement par le pharaon et d'autres étaient des paysans, exonérés d'impôts en échange de quelques mois de travail. À l'évidence, la réalité de paysans cherchant à payer moins d'impôts semble plus terre-à-terre que l'idée des extraterrestres bâtisseurs. William Henry cherche des réponses dans les étoiles, tandis que nombre d'historiens et de scientifiques sont persuadés que la légende de l'Atlantide n'est qu'une légende. Certains pensent que Platon s'est inspiré de faits et de lieux réels qu'il a trouvés tout près de chez lui. Si on veut à tout prix trouver l'origine de l'Atlantide, il est plus sage de chercher dans ce qu'on appelle l'Ancien Monde, quelque part en Méditerranée, au large de l'Espagne ou toute autre région connue par Platon. Nous sommes à Santorin, une île superbe au milieu de la mer Égée sur laquelle on trouve les vestiges d'une culture remarquable ayant existé plusieurs siècles avant Platon, à l'âge de bronze. Cette civilisation prospère et raffinée devait une bonne partie de sa richesse au commerce maritime qu'elle pratiquait dans toute la Méditerranée. Or, cette culture florissante disparut quasiment du jour au lendemain. Son histoire n'exalte-t-elle pas un petit parfum d'Atlantide? C'est en tout cas l'avis de nombreux chercheurs. Le moment est peut-être venu de garer nos véhicules interstellaires pour nous pencher sur ce qu'en disent archéologues et historiens. La description de Platon situe le continent disparu au-delà des colonnes d'Hercule, soit quelque part dans l'océan Atlantique. Mais l'univers du philosophe grec était celui de la Méditerranée. Dès lors, les colonnes d'Hercule auraient-elles pu désigner des rochers situés dans la mer Égée? Ces repères auraient-ils servi à localiser une île à la civilisation raffinée, pratiquant un commerce au long cours et défendue par une puissante armée? Une culture détruite par un cataclysme si violent que ses effets furent ressentis dans toute la région. Nous avons les preuves qu'un tel endroit a existé. Entre 3000 et 1100 avant Jésus-Christ, la première véritable civilisation européenne s'est développée à Santorin et en Crète. Elle est connue sous le nom de culture minoenne. Ces vestiges révèlent des mœurs, un art et une technologie très évoluée. Le célèbre palais de Knossos était même pourvu d'un système de canalisation pour l'eau courante et les égouts. Il s'agissait donc, à tout point de vue, d'une culture extrêmement développée. La civilisation minoenne a-t-elle inspiré l'Atlantide de Platon? Et quelle a été la cause de son déclin? La science peut nous apporter des réponses. Vers 1640 avant Jésus-Christ, 13 siècles avant Platon, une gigantesque éruption volcanique détruisit Santorin. Une grande partie de l'île disparut sous les flots et le raz-de-marée porta un coup fatal à la civilisation minoenne. En 1939, l'archéologue grec Spyridon Marinatos eut l'idée de pratiquer des excavations à Santorin dans l'espoir de découvrir des vestiges de cette culture. Et ce fut un succès. Protégé sous une énorme couche de cendres volcaniques, il trouva la ville minoenne d'Akrotiri. C'était une cité très moderne. Il y avait des maisons à plusieurs étages, des magasins où l'on stockait les céréales et le vin. Et bien sûr, les fresques absolument magnifiques.
La ville a été détruite en l'espace de 24 heures par une éruption massive du volcan sur lequel elle était construite. Akrotiri correspond donc assez bien à la description de l'Atlantide donnée par Platon. Le professeur Marinatos fut le premier à faire le parallèle entre l'histoire d'Akrotiri et le récit de Platon. Le géologue Floyd McCoy partage les vues de l'archéologue grec. Platon nous parle d'une destruction soudaine, d'une explosion cataclysmique. Or, les seuls phénomènes naturels de ce genre que nous connaissions, ce sont les éruptions volcaniques. Sa connaissance des volcans permet à Floyd McCoy d'imaginer avec précision ce qui est arrivé aux habitants d'Akrotiri lors de la catastrophe. Supposons que nous nous trouvons à cet endroit il y a 3600 ans et que le volcan est entré en éruption. Nous voyons le sol de cette grande île s'ouvrir pour expulser un énorme nuage de cendres et de lave. Un panache éruptif haut de plusieurs milliers de mètres. Ensuite, une immense fissure qui s'agrandit dans cette direction. Une faille colossale, dans laquelle la mer s'engouffre et provoque une explosion violente, avec des coulées pyroclastiques qui recouvrent toute l'île. L'éruption de Santorin fut aussi violente que celle du Krakatoa qui se produisit en Indonésie en 1883. Et presque 10 fois plus forte que celle du Mont Sainte-Hélène en 1980. Le cataclysme fut meurtrier et l'arme du crime fume encore. Floyd McCoy nous emmène en bateau sur la caldeira, le cratère créé par l'effondrement de la partie centrale du volcan. « 3600 ans après l'éruption, on peut aisément vérifier que le volcan demeure actif. Selon McCoy, il explosera fatalement à nouveau. Ce n'est qu'une question de temps. Nous nous trouvons en plein centre du cratère. C'est ici même que la prochaine grande éruption peut se produire. Le volcan est en train de se reconstruire de l'intérieur. Que trouverons-nous à cet endroit dans, disons, 20 000 ans? Peut-être une grande île, une île immense. Elle ressemblera sans doute à ce qu'elle était à l'âge de bronze, avec de la terre au lieu de ces rochers nus, des arbres et peut-être une population humaine. Les signes révélant que le volcan est bien vivant et potentiellement dangereux sont omniprésents. Vous voyez, ça brûle. Oh, ce sont des gaz très chauds qui s'en échappent. Les dépôts jaunes sont du soufre et les blancs de l'oxyde de soufre. D'où provient cette chaleur qui surgit du sol? Elle provient du magma, des roches en fusion qui se trouvent sous la croûte terrestre. Tout a l'air calme, mais n'importe quel volcanologue sait qu'il y a du magma à faible profondeur sous nos pieds et qu'une éruption peut se produire à tout moment. Indéniablement, ce volcan est la cause de la destruction d'Akrotiri. Mais comment a-t-il pu provoquer le déclin de toute la civilisation minoenne dont le centre se trouvait en Crète à plus de 100 km au sud de Santorin? Le professeur Kostas Sinolakis a grandi en Crète. Enfant, il était déjà fasciné par la puissance de la mer. Plus tard, il est devenu spécialiste de l'un des phénomènes naturels les plus dévastateurs qui soient, les tsunamis. Or, on sait que les grandes éruptions volcaniques sont souvent à l'origine des tsunamis. Nous ne sommes pas certains de savoir scientifiquement ce qui s'est passé. Mais nous disposons d'une hypothèse très plausible. C'est comme ça que la science avance. On pense que le volcan a explosé et a détruit Santorin. Puis l'onde de choc se serait propagée dans la mer, créant un tsunami qui serait arrivé jusqu'en Crète, où il aurait provoqué des raz-de-marée dévastateurs pour les villes minoennes.
Dans la Méditerranée, Santorin était une base commerciale très importante à cette époque, un peu comme Hong Kong de nos jours. Le tsunami aurait-il pu détruire d'autres grandes cités minoennes? Il y a quelques années, son pouvoir dévastateur s'est hélas manifesté de manière tragique. En 2004, un tsunami a causé la mort de quelques 225 000 personnes sur les côtes de l'océan Indien. Quelques années plus tôt, un autre tsunami avait ravagé les côtes de la Turquie. L'idée d'une ville engloutie par la mer est loin d'être absurde. On a pu le constater en 1999 lors du tremblement de terre d'Izmit qui a tué 17 000 personnes. La civilisation minoenne a-t-elle servi de modèle à l'Atlantide de Platon? Akrotiri peut-elle être la véritable capitale des Atlantes? L'éruption de 1640 avant Jésus-Christ a détruit une culture qui présente beaucoup de points communs avec celle que décrit Platon. Brillante, prospère, ayant disparu soudainement, comme celle de Santorin. Les survivants auraient-ils rapporté leur histoire tragique lorsqu'ils ont trouvé refuge sur le continent? Cette histoire s'est-elle transmise de génération en génération jusqu'à l'époque de Platon? Les similitudes sont troublantes, mais aucune preuve formelle ne nous permet de l'affirmer. Santorin est-elle l'Atlantide? Difficile de répondre. L'Atlantide est une légende. La légende est-elle née d'une réalité? S'agit-il de cette réalité précise? Impossible à dire. C'est une histoire magnifique. J'aimerais y croire, mais je suis un scientifique. J'ai besoin de preuves formelles. Et je n'en ai pas encore vu. Pour de nombreux chercheurs, il est même superflu de chercher à prouver que l'Atlantide et Akrotiri ne sont qu'un seul et même lieu. Ce qui importe, c'est de comprendre pourquoi le mythe d'une civilisation florissante et soudainement disparue a pu marquer les esprits du temps de Platon et jusqu'à nos jours. Si on veut à tout prix trouver une réalité historique à l'origine du mythe de Platon, la civilisation minoenne est sans conteste un bon candidat. Mais la science est-elle capable de fournir une explication aux indices troublants qui laissent supposer l'intervention d'êtres supérieurs dans les cultures égyptiennes ou mayas? Peut-on délibérément ignorer des hiéroglyphes représentant des objets aussi modernes? Et que dire de sculptures qui semblent défier toute interprétation rationnelle? Le mythe du continent disparu, d'une Atlantide utopique et sophistiquée, balayée par un cataclysme, fascine les hommes depuis des siècles. Même les plus sceptiques apprécient la légende. L'Atlantide est l'un des mythes les plus captivants de tous les temps. Pour autant, doit-on nécessairement supposer que les Atlantes, ou leurs cousins de l'espace, sont les bâtisseurs des grands monuments antiques? Le plateau de Gizeh et la péninsule de Yucatan sont parmi les sites les plus fouillés du monde. Or, aucun archéologue n'a trouvé le moindre artefact portant l'inscription « Nous sommes les Atlantes et nous avons construit ceci ». Rien de tel jusqu'à présent. Pourtant, certains détails troublants nécessitent une explication. Les hiéroglyphes d'Abydos comptent parmi les plus étranges. Certains reconnaissent le dessin d'un hélicoptère, un sous-marin, une soucoupe volante. L'existence de tels engins était-elle connue dans l'Égypte ancienne? À l'évidence, non. Ces figures sont en fait le résultat d'une superposition d'inscriptions. À l'origine, le temple d'Abydos était consacré au pharaon Séti. Mais plus tard, des inscriptions à la gloire de Ramsès II ont été gravées par-dessus les premières. Des parties en relief se sont ensuite effritées avec le temps et ont formé ces figures étranges. De simples hiéroglyphes superposés
et qui peuvent parfaitement se passer de toute technologie extraterrestre. Et qu'en est-il du trésor caché sous le Sphinx? La fameuse salle des archives dont la découverte fut annoncée par le médium Edgar Cayce. Les images radar de Bill Brown laissent-elles supposer son existence? La salle des archives existe vraiment. Et je pense que nous serons en mesure d'en apporter la preuve dans un avenir proche. Mais les égyptologues ne retiennent pas encore leur souffle. Ils ont beaucoup creusé et très profondément dans cette zone, en vain. Je sais que beaucoup de gens pensent qu'il existe une salle des archives de l'Atlantide cachée sous les pattes du Sphinx. Mais jusqu'à présent, on a beaucoup fouillé, sans rien trouver qui puisse nous laisser supposer son existence. On trouvera peut-être quelque chose un jour, qui sait, mais j'en doute. En attendant de trouver les archives des Atlantes, il est préférable de laisser aux Égyptiens le bénéfice du doute et porter à leur crédit la construction de monuments qui comptent parmi les plus prodigieux du monde antique. Pourquoi faire appel à des extraterrestres alors que les Égyptiens de cette époque étaient parfaitement capables de les construire eux-mêmes? Peut-on dire la même chose des monuments du Yucatan? L'anthropologue George Erickson est convaincu que les moustaches ou les trompes de certaines statues sont la preuve de la présence des Atlantes chez les Mayas. Il y a beaucoup d'indices qui me portent à croire que les Atlantes sont venus au Yucatan et ont légué une partie de leur savoir aux Mayas. Le spécialiste de la culture maya, Jeff Plumster, n'est pas du même avis. Rien ne prouve que les premiers habitants du Yucatan étaient des navigateurs venant d'un lieu appelé Atlantide, situé dans la mer des Caraïbes. Comment expliquer alors l'aspect des masques de Cohunlich? Le masque de Cohunlich représente le dieu du soleil maya, Kinishao. Il est parfois représenté avec des sortes de volutes de part et d'autre de la bouche. Elles peuvent représenter de la fumée ou de la vapeur, ou encore des serpents. Mais pas une moustache. En outre, rien ne prouve que les Mayas étaient imberbes. L'idée que les Mayas étaient totalement imberbes est complètement erronée d'après moi. Si vous allez dans des communautés mayas aujourd'hui, au Mexique ou au Guatemala, vous pourrez constater que les hommes ne sont pas imberbes et qu'ils portent parfois la moustache. Parfait. Et qu'en est-il des éléphants du temple d'Uxmal? Les pachydermes des Atlantes auraient-ils foulé le sol du Yucatan à une époque lointaine? Ces têtes ne sont pas du tout celles d'éléphants. Il s'agit d'un mélange d'éléments physiques réels et imaginaires représentant des créatures appartenant à l'univers surnaturel des Mayas. Par exemple, les prétendues trompes d'éléphants peuvent représenter des becs d'oiseaux, des reptiles ou des tapirs, animaux que les Mayas connaissaient bien. L'océanographe Richard Ellis est loin d'approuver la théorie d'Erickson au sujet de la comète ayant détruit l'Atlantide dans la mer des Caraïbes. À mon avis, cette histoire au sujet de l'Atlantide est ridicule. La géologie et la formation des Caraïbes, du Mexique et de Cuba sont bien connues. Et rien ne laisse supposer qu'un tel phénomène se soit produit. En outre, l'Amérique centrale semble assez éloignée des références géographiques dont pouvait disposer Platon. L'Atlantide dans le Yucatan? L'Atlantide peut se trouver là où vous aurez décidé de la placer. Est-ce vraisemblable? Non, je ne pense pas. Il est plus plausible de supposer qu'elle se trouvait dans un endroit connu de Platon. Comme par exemple l'île de Santorin. La brillante civilisation minoenne correspond assez bien aux descriptions de Platon. Mais d'autres détails ne cadrent pas du tout. Platon parle d'une île vaste comme un continent plus grand que l'Asie. Santorin est loin de correspondre à la description. De plus, l'éruption qui détruisit Santorin eut lieu 9 siècles seulement avant la naissance de Platon et non 9 millénaires. Certaines pièces, certains éléments cadrent parfaitement avec l'histoire. Et d'autres pas du tout. En pourcentage, je dirais que c'est du 50-50. Impossible d'être catégorique.
On ne peut pas choisir uniquement les éléments qui vous arrangent en écartant tous les autres. Ah, mais les passionnés ne s'avouent pas facilement vaincus. L'exemple de l'homme qui découvrit le site de la ville de Troie, théâtre des récits d'Homère, est réconfortant pour les mordus de l'Atlantide. En 1873, l'aventurier allemand Heinrich Schliemann exhuma les vestiges de l'ancienne Troie, prouvant que l'Iliade et l'Odyssée étaient basés sur des faits réels. George Erickson nous rappelle que la plupart des érudits de l'époque pensaient que Schliemann était fou de suivre les indices fournis par d'anciens poèmes épiques. Et ils avaient tort. Heinrich Schliemann a montré à tout le monde qu'on ne devait pas se contenter d'un statu quo et qu'il fallait continuer à chercher des réponses plausibles. Mais pour les sceptiques, les réponses doivent être étayées par des preuves formelles. Je me pose une question. Si les Atlantes sont venus en Égypte, pourquoi n'ont-ils laissé aucune trace de leur passage, de leurs bateaux, de leurs outils ou de leurs instruments de navigation, quels qu'ils soient? Le mystère demeure. Platon a peut-être fabriqué de toutes pièces une légende. Ou les vestiges d'une civilisation disparue attendent peut-être qu'on les découvre quelque part. Il est très probable que Platon ait voulu écrire une fable morale et qu'il a utilisé l'histoire de l'Atlantide pour illustrer la vanité d'un peuple trop ambitieux. Je pense que l'Atlantide a réellement existé et je crois que dans les 10 prochaines années, nous allons découvrir des preuves de son existence absolument étonnantes. Jusqu'au jour où quelqu'un trouvera quelque chose que l'on peut toucher ou photographier et dira « Ceci ne peut provenir que de l'Atlantide ». Jusqu'à ce jour, je n'en croirai pas un mot.